Le congrès rabbinique est organisé par le Consistoire central, se tient ici à Marseille pendant 2 jours et c'est pour nous évidemment l'occasion de recevoir le président du Consistoire israélite de France, Eli Korshia. Bonjour. Bonjour Elsa. Alors ce n'est pas la première fois, on a eu le plaisir de vous avoir au tout début de votre mandat ici au micro de Radio JM et c'est important que vous accordiez autant de temps à Marseille, je tenais quand même à le signaler. Un congrès qui est organisé chaque année, normalement à Paris, je crois qu'une fois ça avait été décentralisé et cette fois-ci donc à Marseille, qui est quand même la deuxième communauté juive de France et on en est très fiers. C'est la raison pour laquelle vous voulez que ça se passe ici ? C'était une proposition qui a été faite par le Grand Rabbin de France. Le congrès rabbinique de France est organisé par le Grand Rabbin, en l'occurrence évidemment Chaim Korsia. J'ai eu l'honneur dès le début de mes fonctions l'année dernière de l'accompagner évidemment puisque c'est sous l'égide du Consistoire de France et c'est organisé par le Consistoire central, mais bien évidemment sous la responsabilité du Grand Rabbin de France et de ses équipes. C'est plutôt bien sûr, avec le Grand Rabbin et ses équipes qui organisent cela au sein du Consistoire central. Et donc l'année dernière, j'ai eu le plaisir de l'accompagner. Je venais d'être élu quelques mois avant dans ce premier grand congrès rabbinique français que nous faisions que nous avons fait sur Paris. Et puis là, bien évidemment, on a décidé de le faire pour la première fois d'ailleurs dans l'histoire du consistoire à Marseille. Et donc c'est pour cela que nous sommes venus pour ces 2 jours. On va en parler tout à l'heure. Pour ce dimanche et ce lundi où nous allons réunir donc les rabbins français avec le Grand Rabbin de France. Et toutes les principales communautés sont représentées par leurs rabbins ? Bien sûr, il y a plusieurs dizaines, je crois qu'il doit y avoir près de 60 grands rabbins et rabbins des communautés consistoriales en France qui sont ici présents et qui représentent un petit peu toutes les régions à travers ce congrès rabbinique. Donc il va s'y dire certainement des choses très intéressantes. Et aujourd'hui, puisque nous enregistrons cette interview dimanche, en fin d'après-midi, donc aura lieu pour des figures emblématiques de notre communauté, mais aussi au-delà de notre communauté, pour la société française, va avoir lieu un hommage à la synagogue Breteuil, au Rav Mimoun, qui, vous le savez, tient à cœur tous les Marseillais. Les grands rabbins également, Goldman et Sirat, disparus cette année eux aussi. 3 hommes érudits, très différents dans leur façon d'être, dans leurs origines, par le chemin aussi qu'ils ont tracé. Quel souvenir vous gardez de ces hommes, si vous avez le plaisir de les côtoyer ou de les approcher? Et surtout, quel souvenir notre communauté doit en garder? 3 grandes personnalités, effectivement, qui nous ont quittés au cours de cette année. En faisant le congrès rabbinique à Marseille, il était évident pour le Grand Rabbin de France, Chaim Korsia, et bien évidemment pour moi, à ses côtés en tant que président, qu'il fallait un temps particulier d'hommage au Rav Mimoun. Et c'est ce que nous allons faire ce soir à la Grande Synagogue de Breteuil, et c'est ce qui va démarrer d'ailleurs les travaux du Congrès rabbinique de France. Le Grand Rabbin de France était très attaché au Rav Mimoun. En ce qui me concerne, voilà, une véritable relation, une très grande proximité. J'ai assisté à plusieurs reprises à des discussions, à des appels, à des moments partagés avec le Grand Rabbin de France et le Rav Mimoun. Moi, je vais vous dire, évidemment, je vais parler pour moi, pour ce qui me concerne. J'ai eu le plaisir de connaître le Rav Mimoun il y a 4-5 ans. En venant à Marseille, j'étais avec mon ami Michel Cohen-Tenouji. J'étais très loin, notre président du consistoire, qui venait d'être élu très peu de temps avant. Et il savait que j'étais sur Marseille pour 48 heures avec mon épouse. Et il m'avait dit, il faudrait absolument que tu puisses rencontrer le Rav Mimoun avant de repartir sur Paris. Et donc j'étais allé voir le Rav Mimoun. Et je vais vous livrer un petit secret, je ne l'ai jamais dit vraiment publiquement, certaines personnes, et Michel connaissent cette anecdote, mais je ne l'ai jamais dit vraiment publiquement, je pense que c'est un bon moment de le dire aujourd'hui. Nous étions 3-4 ans avant les élections du consistoire central, donc vraiment loin de ce sujet. Loin de ce sujet qui ne concernait pas du tout l'actualité du consistoire. Et je l'ai rencontré. Et il était 11h du matin, il m'a dit « Accompagne-moi avec ton épouse et on va aller dans un restaurant. » À 11h du matin, ça me paraissait un petit peu tôt, mais on a été au restaurant, Géoula pour ne pas le nommer. On s'est installé avec le Rav Mimoun, Michel était à côté de moi, mon épouse était à côté de nous, Adassa. Et le Rav Mimoun s'est installé en face de moi, il m'a demandé de me mettre en face de lui. Oui, pour bien vous voir. Et à peine étais-je installé, Elsa, qu'il m'a dit cette phrase, qui était assez incroyable à l'époque. Il ne me connaissait que depuis une demi-heure ou 3/4 d'heure. On avait discuté dans un endroit avant de partir dans ce restaurant. Et il m'a dit tu vas être le prochain président du consistoire de France et tu vas travailler avec le grand rabbin Korsia.
Moi, j'étais à côté. Je dis, écoutez, c'est dans pas mal de temps. On verra comment les choses se passent d'ici là. Je crois qu'on était 3 ans avant les élections. Et il m'a dit, non, mais assis-toi, on va discuter. Mais en tout cas, sache que ça va se passer comme ça. On a passé plus de 2h30 ensemble. Je me rappelle d'un moment incroyable, hors du temps. On a parlé de plein de choses avec le Rav Mimoun, avec cette humanité qui le caractérisait, franchement, qui était exceptionnelle. Une proximité. Et, une proximité, une sincérité vraiment, qui était assez incroyable. Et après ce rendez-vous, je me rappelle mon ami Thierry Faro, qui était porte-parole du concert de Marseille à l'époque, était venu me chercher. Parce qu'on devait aller ailleurs, et quand je lui ai raconté ce qui s'était dit, il m'a dit mais c'est incroyable, parce que quand le Rav dit ça avec une telle assurance, et quand il te donne sa bracha avec une telle force, on verra de quoi l'avenir sera fait, mais en tout cas sache que c'est un moment particulier que tu as vécu, et je l'avais bien ressenti ainsi. Et je vais vous dire, Elsa, ça m'a toujours suivi, accompagné, parce que je suis revenu à Marseille à de nombreuses reprises ensuite, et je crois que pas une fois où je ne suis revenu à Marseille, que ce soit pour faire des actions au niveau local auprès de mon ami Michel Cohen-Tenouji, que ce soit au niveau régional avec mon ami Zvi Amar à la région. À chaque fois, je suis retourné voir le Rav Mimoun, très souvent avec Michel. Et à chaque fois que je suis retourné le voir, on a vécu des moments intenses. Et j'ai adoré être à ses côtés. Je me rappelle notamment d'une fois où je devais repartir sur Paris. On n'avait pas eu l'occasion de se rencontrer. Et je repartais le lundi midi. Et il m'a dit non, il faut passer me voir. Et j'étais avec Michel et on a été un lundi matin dans des bureaux qui étaient mis à sa disposition pour un chiour qu'il donnait, pour un cours qu'il donnait. Et nous étions là avec des hommes, avec quelques femmes qui étaient ici présentes. On était tous et toutes dans ce bureau et on l'écoutait et il donnait la parole aux uns et aux autres. Et cette façon qu'il avait d'être un Rav si profondément attaché à l'autre, vraiment dans le contact humain à un niveau tel que c'était incroyable de le vivre. Les Marseillais le savent, tous ceux qui étaient à ses côtés, ici, mais pour moi qui l'ai connu ces 4-5 dernières années, vraiment je crois que ça a été un Rav qui m'a énormément marqué. Et c'est pour ça que lorsque le Grand Rabbin de France m'a dit qu'il voulait qu'on fasse ce congrès rabbinique ensemble à Marseille, il était normal qu'il y ait un hommage, et on va le faire ce soir à la grande synagogue de Breteuil. On va aller un petit peu plus vite sur les rabbins Goldman et Sirat, évidemment, des grands rabbins. Le grand rabbin Goldman était un rabbin que je connaissais très bien, que j'ai connu au concert de Paris, au concert central, qui était quelqu'un dont j'étais proche. Le rabbin Sirat, vous l'avez connu? Le grand rabbin Sirat, je ne l'ai pas connu, puisque il y a quand même un décalage. Il y avait quand même, nous n'étions pas de la même génération, et puis quand je me suis investi au consistoire au début des années 2000, évidemment, il n'était déjà plus en fonction depuis quelques années. En revanche, j'ai lu beaucoup de choses qu'il avait écrites, j'ai écouté beaucoup de témoignages qu'il avait donnés, et il a marqué vraiment, d'abord, l'histoire du judaïsme français de ces 50 dernières années. Et puis, je voudrais quand même rappeler quelque chose. Quand il arrive, je dirais un exemple, un homme qui était dans la transmission et dans l'éducation. Et quand il arrive en fonction en 1980-81, quand il est élu grand rabbin de France, il y a à peine 12 ou 13 écoles juives. Quand il quitte ses fonctions en 1987, dans la période 87, où il quitte ses fonctions, il y a plus de 100 écoles juives, je crois 110 ou 112. C'est dire combien cet homme qui était féru d'éducation et de transmission par l'étude et par l'éducation à nos enfants, est arrivé à une période cruciale dans la communauté juive, qui sont ces années 80. Et dans ces années 80, c'est l'éducation juive en France qui se transforme. Absolument. Et il a accompagné ce mouvement en tant que grand rabbin de France. Ça a été une des grandes... Il a fait plein de choses. À Troyes, à Montpellier. J'ai eu la chance de le rencontrer, si on disait tout ce qu'a fait le grand rabbin Sirat, ce serait énorme. Ouais. Mais il a participé à ce renouveau. Et je dirais un petit mot de plus sur le grand rabbin Sirat. En 1945, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, jeune adolescent qui vient de faire sa bar mitzvah, qui a 14-15 ans, il est pris par le Rav Naouri en Algérie, et le Rav Naouri dit à René Samuel Sirat, à son fils, au Rav Naouri, et à un autre camarade à eux qui est le Rav Chouchna, Emmanuel Chouchna, qui va devenir le Rav Chouchna, il dit à ces 3 garçons
à peine de 14-16 ans, il leur dit vous devez partir en métropole, alors qu'ils sont quand même en Algérie. Oui. Il leur dit vous devez partir en métropole parce que le judaïsme français et les rabbins français ont été décimés par la Seconde Guerre mondiale. Il y a des choses à reconstruire et vous y allez aller tous les trois. Et quand on sait ce que chacun des trois est devenu, vraiment ça montre la force et le renouveau de ces rabbins après-guerre. Donc c'est un hommage important à rendre, évidemment. Bon, on va en revenir à ce qui va se passer, donc des ateliers de travail demain, bien sûr. Il y aura des prises de parole rabbiniques, officielles, avec des sujets très forts comme la violence. C'est vrai que la violence, si vous allez peut-être la traiter sur tout ce qui est en famille, scolaire, sociétal, c'est un vrai sujet. Et vous, encore plus, en votre qualité d'avocat, vous qui avez eu à défendre des victimes du terrorisme, vous êtes conscient que cette violence qui est dans toute la société, n'épargne pas notre communauté. Bien sûr. Notre communauté n'est pas exempte des maux qui frappent la société en général. Et c'est normal. Nous sommes partie d'un pays et d'un... Bien sûr. Vous savez, c'est comme en politique, j'ai l'habitude de dire qu'il n'y a pas de vote juif. Même s'il y a des constantes, on aime participer au débat et voter, on est plutôt dans le devoir civique. Ça, c'est un des premiers points. Et puis le deuxième point, c'est qu'on est très vigilant et on se méfie beaucoup des extrêmes. Mais à part ça, il n'y a pas de vote juif. On est totalement inséré au sein de la société. Et quand vous parlez des faits de violence qui touchent la société, la communauté juive n'en est pas exempte, bien évidemment non plus. Donc il faut parfois mettre des constats, voir comment on peut améliorer le système, notamment dans la violence intrafamiliale et puis bien évidemment au niveau un petit peu plus collectif. C'était important que le Grand Rabbin de France mette au programme des ateliers de ce congrès rabbinique tout ce qui touche aujourd'hui à la violence dans la société et comment on peut former d'abord nos élèves rabbins, parce que il ne faut pas oublier que le Concert de France forme les rabbins français au sein de l'école rabbinique et au sein du séminaire israélite de France. Et puis ensuite, quand ils sont en fonction, ces rabbins, et qu'ils ont une responsabilité communautaire, eh bien comment faire face et comment entendre, comment être à l'écoute d'hommes ou de femmes qui viennent vous exposer des faits de violence. Absolument. C'est important que le Grand Rabbin de France ait mis cet atelier et je participerai bien évidemment à ces différents ateliers. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets, entre autres une crise économique qui est facteur de violence évidemment. Il y a une inflation terrible avec de vrais problèmes qui se posent. Alors si ces problèmes on les retrouve dans les écoles, dans les bourses cantines, et ça c'est du domaine du Fonds social évidemment, mais tout ce qui est par exemple cherté des produits cachers, tout ce qui est la difficulté aujourd'hui de pouvoir faire face, on l'a vu pour les fêtes de Pessah, tout ça c'est de votre ressort, j'allais dire. Ça aussi, ça aurait pu être un sujet que vous auriez pu aborder, comment on fait face à une crise économique, aussi en tant que rabbin, comment on répond à tout ça. Bien sûr. Alors, d'abord, il y a un certain nombre de sujets qu'il fallait mettre. On ne pouvait pas traiter tous les sujets d'une année sur l'autre. D'une année sur l'autre, c'est un sujet que vous explorez. Il y a plusieurs sujets qui sont mis. On ne peut pas en traiter, évidemment, on ne peut pas tous les traiter. Mais il y a toujours un certain nombre d'ateliers avec des conférenciers qui prennent la parole et donc avec des points qui sont mis en exergue. En ce qui concerne ce que vous dites sur la cherté ou sur la problématique des produits cachers, il ne faut pas oublier une chose, et je le dis vraiment à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent, parce qu'il y a parfois des amalgames qui sont faits, qui sont faux. C'est bien pour ça que je vous donne la parole sur ce sujet. Et beaucoup d'idées préconçues parfois qui sont fausses. Il faut savoir qu'il y a une liberté de la concurrence. Que lorsque vous rentrez dans un magasin, dans une supérette ou un supermarché cachère et que vous allez faire vos achats, l'institution consistoriale n'est en rien décisionnaire et n'a pas de pouvoir sur les produits cachers. Parce que des fois, quand on me dit « oui, mais enfin, pourquoi le consistoire n'interdit pas tel produit à ce prix-là et devrait intervenir pour qu'il soit moins cher ?» En fait, nous n'avons pas de possibilité d'intervention sur les produits cachers. En ce qui concerne, bien évidemment, la cache-route, là, sur la viande, c'est une véritable problématique. Certains voudraient qu'on n'ait même plus la possibilité dans notre pays d'abattre. Ça, c'est un combat que nous menons quand même avec le Concert de France pour maintenir, évidemment, une cache-route dans notre pays. Et ensuite, il faut savoir, par exemple, sur ce point-là, qu'il y a une part très modeste, très infime. Je ne rentre pas dans tous les sujets, mais on est sur quelques dizaines de centimes par rapport à ce que perçoit l'institution consistoriale lorsqu'on abat et lorsqu'il y a une cache-route qui est ensuite revendue. Donc il ne faut pas croire que le consistoire intervient sur la cherté. En revanche, dans toutes les discussions que nous avons sur le Grand Rabbin de France, que ce soit beaucoup de rabbins et de grands rabbins qui sont à mes côtés et moi-même, nous intervenons vis-à-vis des opérateurs en matière de produits cachers, que ce soit dans la viande ou que ce soit dans d'autres produits, pour évidemment les sensibiliser à la situation économique qui intervient, parce qu'évidemment c'est un petit marché avec une surveillance qui évidemment coûte et donc se répercute, mais on ne peut pas
ignorer les difficultés, notamment financières, d'une grande partie de nos coreligionnaires que nous avons dans la communauté, pour qui c'est très difficile. Et vous savez bien qu'aux côtés du Fonds social ou du CASIP ou d'autres organisations ou institutions de la communauté juive, vous savez que le Consistoire de France, et je le dis tant pour mon ami Chaim Corsia que pour moi-même, nous sommes très vigilants à ces questions qui touchent au niveau social, aux familles que nous aidons, parce qu'il faut savoir que lorsqu'on aide au niveau social, que ce soit le concert de Marseille, que ce soit le concert de Paris, de Lyon, de Marseille, de Lille, de Lyon-Rhône-Alpes, nous avons une vocation sociale très forte au sein de nos synagogues, au sein de nos centres communautaires, au sein de nos communautés, pour aider au niveau social, celles et ceux qui fréquentent nos communautés. Et vous savez qu'on le fait en total partenariat avec les autres institutions sociales. Ça nous tient beaucoup à cœur. Alors récemment, c'était à peine il y a quelques semaines, c'était en mars, juste avant les fêtes de Pessah, vous avez organisé une convention nationale en Israël. Il y avait une très belle délégation marseillaise qui vous a accompagné. On m'a beaucoup parlé de ce voyage. Très rapidement, Elie Kershaw, quel était le but de ce voyage? Pourquoi un tel voyage? Qui vouliez-vous emmener et que vouliez-vous montrer? Bien sûr. Dans le cadre de l'élection au Consistoire de France, j'avais établi 12 axes d'action qui me paraissaient importants à travailler. Vous en rappelez, j'étais venu les exposer notamment à Marseille. Où, avec mon ami Michel Cohen-Tenouji et avec Zvi Amar, nous avions réuni des responsables de Marseille et des villes avoisinantes de la région. Et un des 12 axes était Israël. Israël sous l'angle de renforcer encore nos liens, notre action de nos communautés juives avec l'État d'Israël. Nous sommes tout au long de l'année en contact avec l'ambassade, le consulat, et on fait des actions en commun. Mais il me paraissait important de renouer avec un grand voyage, une grande convention du Consistoire de France en Israël, chose qui n'avait pas été faite depuis de très longues années, la fin des années 2000. Ça n'avait pas eu lieu. Et donc, près de 15 ans plus tard, en 2023, la France n'est plus la même qu'à la fin des années 2000, Israël n'est plus le même pays qu'à la fin des années 2000. Je me suis dit qu'il était important, c'était une mission compliquée à mettre en place, mais d'organiser une grande convention nationale en Israël qui réunirait deux publics. Premièrement, des dirigeants des communautés juives de toute la France. Pas seulement de 3, 4, 5 consistoires importants, vraiment, qui soit une délégation qui soit représentative de toutes les communautés juives françaises. Parce que la grande force de la communauté juive française, comparée à d'autres pays d'Europe, prenons l'Angleterre, prenons l'Allemagne, elle n'est pas qu'une seule ville, seulement concentrée sur 3, 4, 5 villes. Absolument. D'accord. Notre force, c'est d'être présent dans toutes les régions de France, de Lille à Nice, de Marseille à Lyon, de Nantes au sud-ouest. Et donc, l'objectif était que tous les consistoires soient représentés. On a 18 consistoires de région. Et tous étaient présents. Et la fierté que nous avons eue, c'est que tous les consistoires régionaux ont été représentés. Tous. Et donc, le premier objectif, c'était ces dirigeantes et ces dirigeants de France qui allaient en Israël et qui voyageaient ensemble pendant 5 jours. Et ça a été un moment très fort que chacun discute. Une responsable de la communauté de Versailles qui va parler avec un responsable de Strasbourg, de Metz, de Nancy, de Nice, de Marseille ou de Lyon. Mais il n'y avait pas a été très riche. La communauté juive. C'est ça qui était très fort. À côté de ces 170 dirigeants juifs qui ont accompagné la délégation, il y avait 50 politiques français des différentes collectivités territoriales. C'est-à-dire que vous aviez, Elsa, des maires, des députés, des sénateurs et des sénatrices, des conseillers régionaux et départementaux, 50, qui venaient des 4 coins de la France, là aussi, pas d'une, 2 ou 3 régions, et qui ont voyagé ensemble avec les dirigeants des communautés juives. Donc des échanges rares. En tout, nous étions avec les épouses et les conjoints des politiques présents, 230 personnalités, 5 de 50 personnes à chaque fois, avec les guides, avec tout le personnel qui travaille avec moi, et je remercie encore la Chavaya qui a travaillé avec moi sur place et toutes mes équipes en France. On a monté une convention extraordinaire qui a marqué les esprits. Je peux vous dire qu'à mon retour... Moi, j'ai eu des politiques ici qui en ont parlé. On avait une très belle délégation de Marseille qui a participé, j'en suis très fier, et de la région. Il y avait entre vous et le grand rabbin de France de véritables échanges, une véritable volonté aussi de travailler avec la société civile et de proximité et de mieux faire comprendre Israël. C'est vrai. Et ces gens aussi sont revenus avec une autre compréhension, une autre vision d'Israël. D'abord, beaucoup n'avaient jamais mis les pieds en Israël. Certains. On a eu des députés, des sénateurs, des maires qui n'avaient jamais de leur vie été en Israël et qui là y ont été, avec d'autres qui avaient déjà pu aller en Israël et qui ont vu des choses. On a fait un programme très riche, un programme solennel, émotionnel, mémoriel, culturel. On a fait un programme politique aussi, vous étiez à la Knesset. Bien sûr, à la Knesset. On a rencontré, par exemple, on est ici pour parler du consistoire et du congrès rabbinique. On a eu une très grande cérémonie à la mémoire des victimes de Toulouse et Montauban avec le grand rabbin d'Israël, Yitzhak Yosef. On a eu le lendemain une conférence éblouissante
à Yad Vashem, après la visite de Yad Vashem et la cérémonie dans la crypte, on a été reçu par le grand rabbin Meir Lo dans le grand amphithéâtre de Yad Vashem, qui nous a fait un discours de 40 minutes impressionnant, dont on se rappellera toute notre vie. Et puis enfin, nous avons été reçus par le Rav Shlomo Amar, le grand rabbin Shlomo Amar, dans les tunnels du Kotel de Jérusalem. Et il nous a livré lui aussi un Dvar Torah, un shiur pendant une demi-heure incroyable. Donc on a vécu des moments très forts. Et puis en même temps, par exemple, quand on privatise un théâtre à Bima, à Tel Aviv, et qu'on fait venir de France Francis Huster et Isabelle Durin et Maxime Zecchini au violon et au piano, et qu'on crée un spectacle avec Steve Suissa exclusif pour la convention en Israël. Absolument. Je peux vous dire qu'on a vécu des moments fabuleux. C'est quelque chose que vous referez, que vous tenterez de refaire tous les 2-3 ans. Oui, alors ça fait près de 15 ans, ça fait de nombreuses années qu'il n'y avait pas eu quelque chose pareil. Là, ça a été très riche, mais comme je l'ai dit en conclusion, lorsqu'on a privatisé le centre Suzanne Delal pour une soirée 100% Goldman à Tel Aviv, autour du répertoire de Jean-Jacques Goldman, je l'ai dit lors de cette dernière soirée, devant toutes celles et ceux qui étaient là, on le refera si Dieu veut. Je ne sais pas dans combien de temps, mais on va le refaire parce qu'on essaiera de refaire un programme. Et surtout, ce qui est très très fort, c'est que lorsqu'on est revenu, j'ai des régions par exemple qui m'ont dit c'était tellement magnifique qu'on voudrait refaire un voyage national avec vous, mais on aimerait aussi que vous nous aidiez à refaire parfois un voyage sur une thématique particulière ou avec 2-3 régions qui pourraient se regrouper. Et l'expertise que j'ai acquise à ce sujet après 4 mois et demi de travail, et notamment, vous l'avez dit, avec cette symbiose que j'ai avec le Grand Rabbin de France, puisqu'il était là, il m'a encouragé, il m'a suivi dans ce projet, et bien maintenant que j'ai acquis cette expérience, tant avec des personnes en France qui m'ont aidé à organiser ça qu'en Israël, je pense qu'on pourra aussi organiser des choses au niveau régional. Il nous reste très peu de temps, mais je voudrais qu'on dise un mot sur un projet qui, je le sais, vous tient à cœur. Une université d'été à Marseille. Alors ça, c'est quand même très nouveau. On n'en avait jamais eu avec le consistoire. Voilà, vous savez, à chaque génération, à chaque leader communautaire, il y a des nouveaux projets. Ou c'est quelque chose qui vous est venu Alors, je ne l'avais pas annoncé contrairement à la Convention nationale en Israël lors de l'élection. Ça m'est venu après, en prenant mes fonctions en 2022. J'ai réfléchi à des projets qui n'avaient jamais été faits. Par exemple, Yom Rashi, l'année dernière, au mois de juillet à Troyes, cette journée du judaïsme français qui a réuni près de 2200 personnes à Troyes, avec des conférences, avec des spectacles, avec des activités multiples. C'était un moment très fort. Et bien là, cette université d'été du judaïsme français, ça va être... venir des rabbins de toute la France aussi ? Des rabbins, des dirigeants, des administrateurs et des administratrices, au sens large, qui voudraient réfléchir pendant 2 jours, pendant ces vacances. Nous sommes en période de juillet-août. En fait, que ça m'est venu comment ? Vous vous rappelez ces universités qui se faisaient par les grands partis politiques qu'on a beaucoup perdu ces dernières années. C'était souvent fin août, voilà. ou plutôt fin d'août. En fait, l'idée, c'est que juillet-août sont 2 mois très calme en matière d'événements communautaires. Ce sont sans doute les 2 mois ce sont les 2 mois les plus calmes. Et je me suis dit, qu'en le faisant au début juillet, ça va être du 9 au 11 juillet, eh bien, on pourrait faire cette université d'été du judaïsme français qui réunirait des responsables communautaires, des intellectuels, des politiques, des écrivains, des conférenciers. On pourrait réfléchir sur des thématiques avec des responsables juifs et des personnalités non juives. On pourrait réfléchir ensemble à ce qui fait aujourd'hui les grands débats de la société, notamment au sein de la communauté juive. Et pendant 2 jours, nous serons donc ici à Marseille, au bord de la mer, au soleil. Génial. Et avec Michel Cohen-Tenouji, on est en train avec toute son équipe, son conseil d'administration, on est en train de réfléchir. Et je vais bâtir un programme avec mes amis de Marseille qui puisse faire venir des dirigeants là aussi des 4 coins de la France et qu'on puisse faire cette université d'été pour montrer que la communauté juive réfléchit sur son présent et son avenir avec beaucoup de personnes autour de nous. Ça va être un grand moment, je crois, de cette année avec cette création de l'université d'été du judaïsme. On aura l'occasion de vous recevoir à nouveau ici. Au mois de juillet. Évidemment. Évidemment, merci beaucoup en tout cas Eli Kirshon d'avoir donné du temps. Je sais qu'il vous est toujours compté d'être venu passer à Radio JM à notre micro. Et puis on espère que de tous ces ateliers prévus pendant cette journée de travail de lundi sortira la lumière. C'est ce qu'on attend toujours. Merci beaucoup.